Heure donnée, heure promise, émission également à l'heure. C'est Ambaro, notre émission ce mercredi. Ambaro reçoit un chef de parti. Depuis leur ascension donc dans la vie politique, ce jeune parti a à sa tête Ad Andenenarville. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Alliance 92. Bonjour aux techniciens et à vous-même. Et surtout un bonjour particulier en ce jour de 8 mars à toutes les femmes malgaches. En tandem pour Ambaro, Franck Ramarson, Priskar Akutmalal. Monsieur le Président, vous ne cessez pas de le dire, de le répéter, de le marteler. Rien ne va plus. C'est bien cela? Tout à fait. Celui ou celle qui pourra me dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles, il peut lever le doigt et puis je suis prêt à en débattre avec lui. Parce que comme vous le voyez, après 3 années et quelques de gouvernance, le régime actuel n'a pas fait bouger un seul indicateur fiable et indicateur de développement de la vie au quotidien des Malgaches. S'il est un indicateur qui s'est amélioré, comme je le disais tout à l'heure, je suis prêt à en débattre et accepter les résultats. Est-ce que le franc malgache s'est apprécié? Est-ce que je prends que des indicateurs de base, je ne parle même pas des indicateurs macroéconomiques. Est-ce que l'heure est accessible à tout le monde? Est-ce que l'enseignement devient de plus en plus accessible à tout le monde? Est-ce que la santé est de plus en plus accessible à tout le monde? Voilà des indicateurs de base pour le citoyen lambda. Si ces choses-là se sont améliorées, donc je serai le premier à applaudir et à féliciter le gouvernement. Au nom même de votre parti politique, Malagas Miaramieng, est-ce que c'est pas un peu prétentieux par rapport justement à tout ce qui doit attendre donc un parti comme le vôtre, par rapport justement à ces indicateurs qui sont dérisoires selon vous? Pourquoi dites-vous que ce serait prétentieux d'attendre des résultats? Quand vous dirigez, ce qu'on attend de vous, c'est des résultats. On n'attend pas de vous de rester en place et de se pavaner dans toute la ville en voiture neuve et en gyrophare. On attend de vous des résultats, pas sur votre famille et votre entourage, mais des résultats pour les gens qui vous ont mis à votre place. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une amélioration exponentielle des tenants du pouvoir, mais une dégradation dans l'autre sens de la vie des Malgaches. Et vous, en tant qu'opposant, puisque vous vous dites opposant, où est-ce que vous en êtes exactement? Comme vous le savez, ce régime n'a cessé de claironner qu'ils n'ont pas peur de l'opposition. Et à partir du jour où des vrais opposants, un parti politique normalement et légalement constitué et présent à l'Assemblée nationale s'est constitué opposant, ils ont tous disparu. Ils ont usé de toutes les manœuvres possibles pour que cette opposition ne voit pas le jour. En 2014, rappelez-vous, des opposants extra-parlementaires avaient demandé à la HCC un avis sur la loi sur l'opposition. La HCC avait dit à l'époque que l'opposition officielle, reconnue par la Constitution, se trouve à l'Assemblée nationale. 3 années plus tard, quand nous nous sommes présentés après notre congrès auprès de l'Assemblée nationale et du ministère de l'Intérieur comme étant des opposants officiels, la HCC n'a trouvé rien d'autre à dire que la loi est incomplète. Madame, je pense que pour des éminents juristes comme eux, s'il a fallu 3 années pour voir qu'une loi n'était pas complète et qu'elle n'était pas applicable en l'état, c'est quand même assez déconcertant. Oui, mais on s'attendait quand même que cette loi n'allait jamais être, pour l'instant, puisque ça rassure les tenants du pouvoir, la situation actuelle alors. Donc pourquoi parler de démocratie? Pourquoi avoir appelé à ce que les opposants prennent leur place dans la vie publique? Si cette loi ne sied pas au régime actuel, ils n'ont qu'à l'abroger. Parce que la loi est faite pour tous les Malgaches et pour Madagascar, mais la loi n'est pas faite pour les tenants du régime. Et qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant qu'opposant, de déposer justement votre position à l'Assemblée nationale? C'est fait, oui. Madame. C'est fait depuis, même si le président de l'Assemblée nationale a essayé, et continue d'ailleurs, à essayer de ne pas prendre en compte notre requête. Il était obligé de le faire. Mais il continue jusqu'à aujourd'hui parce que des chantages sont faits auprès de nos députés. Entre autres aujourd'hui, pour qu'ils abandonnent leur position d'opposants à l'Assemblée nationale.
Mais vous parlez d'une démocratie, vous parlez de quelque chose de normal à Madagascar, et on use de chantage pour contraindre les gens à abdiquer. Des chantages parce qu'ils sont malades, donc on ne va pas leur débloquer leurs droits aux soins parce qu'ils n'adhèrent pas au régime en place. Mais où est l'éthique politique prônée par certains dans tout ça? Où est le Fiavana Malagas? Et vos députés tiennent le coup quand même? Il y en a qui tiennent, il y en a, comme vous l'avez vu, qui n'ont pas tenu. Et je ne peux pas leur en tenir rigueur. Même président du parti, je ne peux pas m'occuper de leur famille et de leur santé. Mais c'est leur droit. Et que c'est leur droit devient un chantage par rapport à leurs convictions. J'espère que la roue va tourner un jour. Et que en 2018 ou avant 2018? Vous savez, on a déjà demandé à ce qu'il y ait une élection anticipée. Aujourd'hui, je pense que tout le monde commence à en reparler. Je dirais que le Malagas Meramieng et notre groupement, l'Armada, n'avait pas dit les choses à la légère à l'époque. Mais tout le monde en est conscient aujourd'hui que la situation ne peut plus perdurer. Et que si on n'avait pas dit aussi à l'époque qu'il fallait une élection anticipée, qui aurait pensé à préparer les élections? Et on découvre par enchantement aujourd'hui qu'il faut changer la loi électorale, qu'il y a beaucoup de choses à faire, que le chantier est vaste. Donc si on n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, et c'est ça notre comportement de politique responsable, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait attendu 2018 et début 2018 peut-être pour s'occuper de tout ça et dire le chantier est trop vaste, donc c'est une bataille déjà de gagner après avoir... Bien sûr. Ouais. Pour nous, une partie de la bataille est gagnée. Si la communauté internationale s'était rendue compte après toutes nos interpellations que oui, il y a quelque chose à voir sur la préparation des élections, parce qu'une élection, c'est pas uniquement le jour du scrutin. Une élection, c'est avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. Personne n'est dupe, tout le monde le sait. C'est pas diplomatiquement correct qu'on a dit en 2013 que oui, c'est une élection transparente, crédible et tout ça. Si l'élection était transparente et crédible et se faisait dans les normes et l'éthique, vous croyez sincèrement que la présidente de la CENIT quitte son poste pour devenir ministre? En tant que candidat aux dernières élections présidentielles, je dois le prendre comment? Trouvez-moi un exemple de par le monde d'une présidente d'une institution qui s'occupait des élections, qui une fois les élections terminées intègre l'exécutif. Si vous avez un exemple, mesdames et messieurs, dites-moi dans quel pays ça s'était passé. Oui, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont... Donc voilà des exemples. On a porté plainte à l'époque pour usage de prérogatives de puissance publique. Et alors? C'est resté lettre morte parce que les gens qui sont concernés là-dedans... Vous avez presque l'habitude de recevoir des lettres mortes par rapport au cas d'opposition opposant. Oui, mais on commence à avoir l'habitude avec ce régime. Faites-vous sur place ou vous avancez selon vous? Non, on avance. Heureusement d'ailleurs, parce que le fait déjà de pouvoir en parler et surtout de sensibiliser les gens, ça permet déjà d'avancer. Il y a des résultats palpables par rapport à vos requêtes, mais il y a aussi la prise de conscience de tous les citoyens. Et nous pensons aujourd'hui que les gens sont conscients de ce qui se passe à Madagascar et de la manière dont le pays est gouverné. Donc on avance sur ce point-là parce que la politique, c'est pas uniquement oui, on va aller prendre le pouvoir. La politique, c'est aussi une éducation, c'est aussi un partage. C'est une vision de ce que nous pensons faire de la nation. Le nouveau tableau de la semaine, c'est tout compte fait, cette histoire maintenant d'Antutapin, c'est l'histoire du statut d'Antananarivo, c'est Enao, c'est tout compte fait. Comment voyez-vous les choses? Où est le citoyen dans tout cela? Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en est du statut de Fidel Antutapin, que c'était sous votre... quand vous étiez au ministère, qui a eu donc une résiliation du contrat. À qui appartient ce terrain en fait? En deux mots, le terrain appartient à l'État. C'est pour ça qu'on a pu construire le terrain de rugby d'Antutapin. Pour le reste, ce qui se passe à Antutapin, c'est juste une comédie à dell'arte faite par la majorité présidentielle, parce que le TIM et le HVM sont au pouvoir actuellement. Au lieu de régler le problème de la population, ces deux entités feraient mieux de s'occuper de ça que de faire cette comédie ridicule sur Antutapin. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. C'est du pur cinéma. C'est juste, comme je vous ai dit, c'est de la comédie, mais j'espère que ces gens-là comprendront un jour que les Malgaches ne sont pas... aussi dupes que ça. Vous avez utilisé un terme tout à fait au début.
On espère que puis la roue tourne. Justement, parlons de la roue qui tourne. Vous croyez que le citoyen peut encore attendre ce que le citoyen vit actuellement? Inflation, insécurité, vulnérabilité. Bien sûr, c'est notre rôle de donner de l'espoir aux citoyens, mais surtout d'expliquer la situation. Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années... Qu'est-ce que vous expliquez aux citoyens? Ce que nous expliquons aux citoyens, c'est que faire de la politique, c'est pas un jeu. On ne fait pas de la politique parce qu'on a envie de faire de la politique, et d'un. Et de deux, faire de la politique, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pour le bien commun. C'est pas pour défendre des intérêts particuliers ou des intérêts partisans. Et tant que que les gens qui sont au pouvoir et qui dirigent le pays ne comprennent pas que c'est un mandat que le peuple nous donne quand nous sommes à la tête du pays ou dans les collectivités que nous dirigeons. Quand je dis mandat, ça veut dire qu'il y a un début, une fin. Et un mandat veut dire des résultats. Un mandat veut dire redevabilité. C'est pas une sacerdoce. Contrairement à ce que certains véhiculent en essayant, par exemple, de mélanger l'Église et la gestion du pays. Un mandat, c'est un mandat. C'est pas une sacerdoce. Donc, quand vous avez un mandat, vous avez l'obligation de respecter ce mandat. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à respecter ce mandat qui a été donné, à vous d'en tirer les conclusions nécessaires. Et à la population aussi de tirer les conclusions le jour où la population devrait s'exprimer. Donc, quand on vous donne un mandat, ce mandat peut aller jusqu'au bout, comme ce mandat ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est à la population qui vous a donné. C'est comme si vous partez on vous donne un mandat pour faire une mission. Et si la mission s'avère catastrophique, mais vous avez une mission de 10 jours, est-ce que celui qui a donné le mandat vous dit, mais écoute, tu es parti 10 jours, tu dois partir 10 jours, donc reste là-bas quand même pendant 10 jours, et puis parce que tu as une mission de 10 jours, et puis reviens dans 10 jours. Si au bout de 3 jours, on voit que c'est catastrophique. En vous écoutant, donc, vous voulez rectifier ce qui se passe actuellement sur la loi, la vie politique que doivent mener les politiciens. Ce que nous voulons, c'est que les gens comprennent, les dirigeants comprennent que diriger un pays, c'est pas un jeu. Diriger un pays se fait pas par hasard. Diriger un pays, ça s'apprend. Diriger un pays, on s'y prépare. Vous dites par hasard alors qu'il y a eu des élections Écoutez, madame, oui, il y a eu les élections. On savait comment se sont déroulées les élections en 2013. Vous croyez sincèrement que celui qui est à la tête de l'État, 6 mois avant les élections, il pensait y être? Sincèrement. Vous y croyez, vous? Moi, non. Et il est là. Il est là. Donc, il aurait pu au moins avoir l'humilité de reconnaître ça et de faire en sorte que ce mandat puisse être un mandat pour sortir Madagascar des problèmes, parce que sachez que tout le monde a accepté les élections. Non pas parce que tout s'était bien passé, parce que tout le monde était conscient qu'il fallait sortir Madagascar de la crise. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président élu est reconnu par tous les belligérants et par tous les anciens présidents. Qu'a-t-on fait de ce potentiel aujourd'hui pour Madagascar? Qu'est-ce qu'on a eu? Tout ce qu'on a entendu, c'est que oui, ce sont les autres qui ont mal fait. Vous vous rendez compte un peu de l'ingratitude et de ce comportement irresponsable? Mais tout le monde a fait l'effort, malgré toutes les difficultés, de faire en sorte qu'il puisse démarrer un mandat dans les meilleurs auspices possibles. On en est où aujourd'hui? Mais 3 ans après l'exercice du pouvoir, les partisans du régime reprochent à l'opposition de ne pas les laisser travailler, de semer le trouble, alors qu'ils ont maintenant des programmes, des projets à exécuter. Quelle est votre opinion là-dessus? Monsieur Ramarson, là, vous me faites beaucoup rire. Qu'est-ce qu'ils entendent les laisser travailler? Moi, je pense plutôt les laisser voler. Non, on ne peut pas les laisser voler ce pays. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Ben voilà, on a condamné ce qui n'allait pas. On a condamné ce qui ne va pas dans la vie au quotidien. On a dénoncé le fait qu'ils foulaient la Constitution, la loi et tout ça. C'est ça qu'ils disent, mettre les bâtons dans les roues. Moi, je pense que ça, c'est être responsable. Parce qu'on ne peut pas laisser, sous prétexte que on empêche les dirigeants de faire n'importe quoi. Et c'est notre rôle de l'opposition. Et c'est un contre-pouvoir nécessaire dans le pays. Le financement, sachez que, M. Ramarson, que le financement, c'est un prêt. Rares sont les dons qu'on a eus. Donc, quand on dit un prêt, c'est vous et moi qui allons rembourser ce prêt. Donc, pourquoi je laisserai quelqu'un qui emprunte en mon nom faire ce qu'il veut de l'argent qu'il a emprunté? Non. Le rôle de l'opposition, c'est aussi de contrôler, de vérifier, c'est prévu dans la loi et dans la Constitution, tout ça. Mais le président se cache derrière le fait qu'il a été élu démocratiquement. 3 ans après, est-ce qu'il a toujours la légitimité? Parce que quand on pense ce qui se passe en France, M. François Hollande, après
3 ans d'exercice. Il a dû partir, il ne pas se présenter. Donc là, maintenant, il y a quand même une certaine similitude. Écoutez, il faut poser la question au président. Dès le départ, il n'avait pas la légitimité. Est-ce qu'il l'a eu entre-temps? On est tous, je pense que, comme me dit le président, nous avons tous les yeux pour regarder. Avec le communal et sénatorial, il pense qu'il a eu la majorité dans le pays. Tous les régimes successifs ont eu la majorité au communal, au sénatorial et tutti quanta. Mais est-ce que ça a permis à Madagascar de progresser? Mais je pense qu'il n'a pas appris l'histoire. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de considérations, mais ce que je vois, c'est que le pays a raté, encore une fois, une occasion de redémarrer, de repartir sur des bons auspices. Mais il est clair quand même que les partisans du régime actuel s'amplifient de jour en jour. Si l'on parle de maire, de député, c'est que ça va bien. Bien sûr. Si on ne sort pas de sa tour d'ivoire, bien sûr qu'on pense que tout va bien. Mais je vous dis, les indicateurs, je vous parle juste d'indicateurs. Je dis, donnez-moi des indicateurs. Pour moi, l'indicateur vérifiable pour la population, c'est son assiette. Je vais être très terre à terre. Donc aujourd'hui, est-ce que la population peut dire que son assiette s'est améliorée? Il y a 93% du taux de pauvreté. Oui, donc c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ça s'est amélioré? Donc ça nous pose plein de questions. Parlons d'assiette, mais là on fait déjà venir du riz dans le cas où c'est un problème de riz. Qui fait venir le riz? Vous croyez que c'est la solution de faire venir le riz? Qui s'occupe du riz? Qui sont les opérateurs? Voilà, non mais qui importe le riz et qui sont derrière le riz? Ça c'est la première question. Puis la deuxième, importer du riz. Moi madame, je voudrais proposer, mais vous voulez importer du riz? C'est tant mieux. Mais quand il y a des problèmes au niveau de l'approvisionnement en carburant, et la Jirama et tout ça, l'argent, les partenaires financiers trouvent un moyen pour subventionner. Aujourd'hui, si on doit importer beaucoup plus de riz, c'est que les paysans n'ont pas pu produire comme il fallait. Où sont les subventions pour les paysans alors? Parce que ces paysans-là ne risquent pas de manifester dans la rue, ces paysans-là ne risquent pas de secouer le gouvernement. Donc non, on oublie ça. Mais quand il s'agit d'essence, de gazole, d'autres choses, allez, on fait une subvention pour aider ces gens-là. Est-ce que ces gens-là représentent la majorité des Malgaches? Et après, on s'étonne, et je condamne, et je le dis fermement, qu'il y ait des vindictes populaires dans toutes les contrées lointaines de Madagascar, parce que ces gens-là se sont abandonnés quand ils voient que de l'argent sont distribués un peu partout pour des gens qui sont déjà nantis et qu'on essaie d'enrichir 10 fois plus. C'est normal qu'ils réagissent dans leur coin, et je condamne et je dis à mes compatriotes d'arrêter ça, parce que c'est pas ça la solution. Mais ils sont en plein désespoir parce qu'ils ne croient plus en rien. C'est pour ça qu'on en arrive à ces systèmes-là. Donc j'ai dit, la solution, ne perdez pas espoir. Le jour où il faudra sanctionner ce régime, sanctionnez-le. C'est le régime qu'il faut sanctionner? C'est le régime qu'il faut sanctionner. C'est la Constitution qu'il faudrait revoir aussi, comme nos principes politiques. Écoutez, l'exemple, je prends un exemple d'un grand pays qui vient d'élire son président, les États-Unis. Ce président, comme nous le savons, est aujourd'hui contesté. Est-ce que vous avez entendu, ne serait-ce qu'un instant, les Américains demander le changement de constitution sous prétexte que Donald Trump n'a pas été élu par le vote populaire? Non, parce que la constitution, c'est le socle commun. Il condamne le comportement et la politique des dirigeants, mais on ne détruit pas le socle commun. Je ne dis pas que cette constitution, elle est la meilleure, elle est la solution à tout, mais il faut l'améliorer dans le sens où le régime, ceux qui sont en place, sont disposés à la respecter. Parce que vous ne pouvez pas améliorer quelque chose que vous ne respectez même pas. Vous pouvez mettre n'importe quelle constitution, si vous ne respectez même pas, ce n'est pas la peine de l'améliorer. Donc aujourd'hui, c'est un faux problème de dire c'est la constitution, ce sont les dirigeants qui sont responsables de la situation. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous n'allez pas accuser la loi sur les entreprises privées qui vous empêche de faire développer votre entreprise. C'est vous qui êtes à la tête de l'entreprise et vous faites tout pour que ça marche. Donc si vous êtes à la tête du pays ou d'une collectivité, vous êtes là, comme je l'ai dit au début de cet entretien, vous avez un mandat et vous devez respecter ce mandat qui vous a été donné, c'est-à-dire vous devez des résultats. C'est ça le mandat. Quand on vous envoie en mission, c'est pour revenir avec un rapport de mission et des résultats. On ne vous envoie pas, vous promet. Mais on avait dit, chaque fois qu'on revient de l'extérieur, il y a toujours un montant qui est signifié. Et alors
20 milliards, 10 milliards, peut-être 100 milliards s'il le faut. Mais Madagascar, c'est pas la première fois que Madagascar reçoit des financements. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est notre capacité d'endettement qui est saturée, puisqu'on est à 100% de PIB. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai dit... Comment les prochains régimes vont rembourser cet argent? Ben c'est pour ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Il faut que ce régime s'arrête au plus vite pour qu'il ne nous endette pas. Et vous allez prendre, vous, le Malagasy Maramieng, le pouvoir? Vous êtes prêt pour les élections? Nous sommes prêts pour les élections. Nous sommes vient de dire que la capacité de remboursement de la dette. Mais c'est le rôle de politique. Quand vous engagez dans politique, c'est pour trouver des solutions pour la communauté. Donc vous arrêtez la politique à partir du moment où vous n'avez plus de solutions. Nous avons des solutions, nous l'avons proposé. On a eu un programme, on a toujours un programme. On présentera le programme ensemble avec nos partenaires. Et puis vous verrez ce jour-là. Nous faisons partie d'une plateforme, comme vous le savez, à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé que nous allons soutenir un candidat aux élections présidentielles. Et ce candidat sera porteur de tous nos programmes, que ce soit au niveau de l'économie, du social et nos projets politiques en général. Et donc, si nous sommes un parti comme nous prétendons l'être jusqu'à aujourd'hui, c'est que nous avons un programme et nous l'avons montré que nous avons un programme. Nous avons proposé, nous sommes les seuls à avoir proposé des lois à l'Assemblée nationale, à ma connaissance. Vous voulez dire donc que l'actuel président, c'est un président élu par hasard? Il n'a ni programme ni vision. Mais bien sûr, trouvez les archives. S'il avait un programme en 2013, je serais content de savoir où est ce programme. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Est-ce qu'il a parlé de programme? Le seul programme qui a été retenu par les populations en 2013, c'était la fin du délestage en 3 mois. Il en est où ce programme? On est à 4 ans maintenant. Si vous multipliez comme ça les délais que donne ce régime, on va se retrouver avec la fin de ce siècle pour que Madagascar se développe. Vous parlez avec cette plateforme qui va s'entendre sur un candidat, mais donc vous n'allez pas organiser des primaires pour un candidat unique. Pourquoi un primaire? Je ne sais pas ce qui va être décidé. Pour se dérider un peu, vous voyez, des primaires n'ont pas toujours apporté des solutions idoines sous d'autres cieux. Donc, je pense que le plus important, c'est qu'un accord soit respecté. Et puis, s'il faut un primaire, ce sera un primaire. Mais je ne pense pas que la question se pose dans ce sens actuellement. C'est ce qui importe d'abord, c'est un projet, un programme commun. Si tout le monde est capable de mener un programme commun, un projet commun, c'est l'essentiel. Après, on saura, il n'y a pas de secret, qui sera à même de porter ce programme et de conduire ce programme. À 18 mois donc des élections présidentielles, le programme donc il est déjà ficelé, bien fait. Il est en cours. Et dans le cas où... Et pour le Malagasy Maramieng, il est déjà prêt. Et pour les autres partis, je le pense aussi. Il nous reste donc, comme on dit aujourd'hui, d'abord laisser tout le monde s'exprimer, parce que pourquoi voulez-vous faire une élection alors que une grande partie des partis politiques ne peuvent même pas s'exprimer convenablement suivant la loi? L'opposition n'est même pas acceptée. Les manifestations de l'opposition sont toujours interdites. Et vous parlez d'une élection inclusive, transparente pour les présidentielles ou autres? Non, ce sont des conditions importantes et aujourd'hui et qui nécessitent des résultats. Donc nous faisons appel à nos partenaires techniques et financiers. Oui, c'est bien que vous voulez financer les élections, mais comme dans tout financement, si vous voulez avoir des résultats, il faut que les conditions soient optimum pour cela. Il ne suffit pas de voir l'argent, il faut aussi que les conditions soient réunies. Et les conditions ne sont pas réunies pour que cet argent soit utilisé pour le bien de Madagascar. Quand je dis qu'ils ne sont pas réunis, c'est qu'il faut laisser l'opposition s'exprimer. Il faut mettre en place la haute cour de justice pour condamner ceux qui ont volé et qui usent des prérogatives de puissance publique dans ce pays. Il faut donner suite aux requêtes que nous avons déposées lors des dernières élections pour nous rassurer que ces faits et gestes ne seront plus reproduits lors des prochaines. Parce que s'il n'y a rien dans ce sens, je ne vois pas pourquoi on continuerait à parler d'une élection démocratique transparente dans le pays. Donc il faut modifier la loi sur la réconciliation nationale. Nous n'avons pas voté cette loi. Et là, je vais être très clair. La loi sur la réconciliation nationale, c'est la loi la plus importante, je pense, pour l'avenir de Madagascar. Au stade actuel, vous l'avez vu, elle a été votée les derniers jours de la session ordinaire, au forcing par quelques députés. Or que cette loi aurait dû faire l'unanimité, que ce soit au niveau de l'Assemblée et au niveau de l'opinion et des politiques en général.
quelle légitimité cette loi aura vis-à-vis de la population aujourd'hui? Il ne suffit pas de faire voter des lois. Et voilà la manière de gouverner de ce régime. Une loi est faite pour tout le monde. Là, une loi n'est pas faite pour le régime ou dans l'intérêt du régime. Quelle réconciliation vous préconisez? Quel type de réconciliation vous voulez mettre en place si la loi n'a même pas été adoptée par la grande majorité des députés à l'Assemblée, pour ne pas dire la quasi-totalité des députés? En principe, le président de la République est aussi injusticiable. Comment ça se fait-il donc qu'il est en même temps juge et parti dans ce comité de réconciliation nationale, puisqu'il nomme les homologues à l'intérieur? Vous savez, ça faisait partie des amendements que nous, Malagasy Rameng, avons proposés à l'Assemblée nationale, mais qui ont été rejetés. C'est pour ça que je vous dis que c'est la manière même de diriger de ce régime qui amène Madagascar à sa perte. Parce qu'une loi qui concerne tout le monde, qui devrait être le ciment de l'avenir de Madagascar, qui devrait être le moteur de ce qui va être la vision d'un Madagascar, je dirais, moderne et émergent, a été votée comme ça, presque, je dirais pas presque, c'est au forcing et sans tenir compte de la vie des uns et des autres. Est-ce que le FFKM qui avait initié la réconciliation est d'accord avec cette loi? Je n'ai rien entendu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le professeur Zaf qui avait initié ce processus de réconciliation depuis déjà des dizaines d'années est d'accord avec cette loi? Et est-ce que la population est d'accord avec cette loi? On n'en sait rien. Donc voilà, c'est la méthode de gouvernance, de dire on fait le forcing et on vote, et puis tant pis pour les autres. Et vous, ici, journalistes, vous l'avez vu avec le code de la communication médiatisée. Quand vous voyez tout le levier de bouclier de tous les professionnels du métier sur ce code, la seule chose que le régime a trouvé à faire est de faire voter le code en l'état. Tellement en l'état qu'aujourd'hui, comme vous le savez, cette loi est anticonstitutionnelle. Regardez la décision de la HCC, l'article 6 de cette loi a été considéré par la Haute Cour constitutionnelle comme n'est pas conforme à la Constitution et à la Charte africaine des droits de l'homme. Mais le président l'a quand même promulgué en l'état. Quid donc de la responsabilité du président par rapport à une loi anticonstitutionnelle? Personne aujourd'hui n'en parle. Tellement on a voulu montrer dans sa méthode de gouvernance qu'on était au-dessus de tout, que maintenant on a promulgué une loi anticonstitutionnelle. Qui va donc porter plainte sur cette affaire? Qui va juger le président sur ce fait avéré? Et là, plus personne ne pourra dire que le président n'a pas foulé la Constitution. Donc attendez 2018 pour les prochaines élections. Non. Pourquoi attendre 2018? Quand un président foule la Constitution, nos institutions doivent réagir. Est-ce que l'Assemblée nationale a réagi? Est-ce que la HCC a réagi? Est-ce que le Sénat a réagi? Mais vous croyez que 2018 va résoudre d'un seul coup de baguette magique tous les problèmes? 2018 va nous permettre peut-être, si on arrive là, enfin arrêter avec cet échanger de vision pour Madagascar. Mais tous les problèmes resteront en l'état tant que nous ne respectons pas les lois et tant que nous n'avons pas des institutions qui respectent les lois et qui respectent leurs prérogatives. Monsieur le Président, vous avez fait tout dernièrement des déplacements à l'extérieur. Comment avez-vous parlé de Madagascar? Quel esprit vous avez eu? Les déplacements à l'extérieur, c'était d'abord pour parler de notre situation, donc des relations de notre parti avec les partis à l'extérieur. Ça, c'était le plus important de mon déplacement. Mais aussi de s'enquérir de ce que pensent, ce qui m'intéressait moi, c'est ce que pensent nos partenaires à l'étranger de la situation dans notre pays. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je peux vous dire que pas très luisant. Nous n'avons pas bonne presse. Et ça fait mal au cœur quand vous êtes malgache et que vous voyagez à l'extérieur. J'ai fait plusieurs conférences et j'ai assisté à plusieurs salons. Quand je vois par exemple que la Côte d'Ivoire, qui était au même niveau que nous à la sortie de la crise, est présente partout et que Madagascar est absent partout, ça donne quand même à réfléchir. Et parce qu'on parle beaucoup d'offensives diplomatiques et autres, mais on est complètement invisible et aphone au microcosme international. Mais c'est surtout qui revient souvent par rapport à ce que disent, je dirais pas les investisseurs, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai rencontrés, ou les politiques, c'est le mot qui revient souvent, c'est quel gâchis. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose? Et donc moi, je leur ai dit à chaque fois, c'est pour ça que nous sommes là, parce qu'il faut que Madagascar ouvre la voie de la vraie démocratie. On n'a pas encore trouvé mieux aujourd'hui, il n'y a que la démocratie qui peut faire développer un pays. Et que si on veut nous aider, c'est d'abord dans ce sens qu'il faut nous aider, parce que moi, je fais confiance aux Malgaches. Diriger des entreprises, exploiter nos richesses et tout ça, les Malgaches peuvent le faire. Mais aujourd'hui, ce sont nos institutions qui sont bafouées, nos lois sont bafouées, c'est ça qui fait le plus mal et c'est ça qui nous empêche de progresser.
Il ne faut pas mélanger les problèmes. Il y en a qui parlent de... Oui, Madagascar a fait de telles réformes ou autres, mais ce sont que des réformes de façade. Des vraies réformes nécessitent des résultats palpables. Ce n'est pas un indicateur chiffré, un contrat, un mandat. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tout le monde avait espoir, par exemple, que la Jirama Air Madagascar allait s'en sortir parce que le président élu était PCA de Air Madagascar et qu'il était ministre des Finances, donc celui qui aidait la Jirama à sortir la tête de l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'inverse. Donc quel espoir on peut donner aux Malgaches aujourd'hui? Donc c'est cet espoir-là qui manque, et cet espoir qui va permettre de changer les choses et au niveau du respect. Si on ne respecte pas les lois à Madagascar, on s'en sortira jamais, mais jamais. Comme j'étais ministre de l'aménagement de territoire à l'époque, quand je vois qu'on vend, vous vous rendez compte, des arboretums à Madagascar. Tu vous parlez de ce qui est en Batoubé? En Batoubé. Et que quand les ministres concernés parlent qu'il va y avoir des sanctions, que tout va s'arrêter, ben, je vous invite à passer en Batoubé. Ben, les murs continuent à être érigés. Mais on est dans quel pays? Moi, j'ai bien peur que bientôt, ils vont aussi essayer de vendre Tsimbazaz. Parce que ce sont des terrains disponibles dans Tananarive. C'était Ambaro, l'émission d'Alliance 92, comme invité le président du parti Malagasy Miramayeng. En tandem pour cette émission, Franck Ramarson, Priska Rakutmalala, merci.